Radio J, puisque vient notre moment décryptage et nous sommes avec Nicolas Lebourg, co-auteur de Paris-Moscou, un siècle d'extrême droite, paru aux éditions du Seuil, ouvrage coécrit donc avec Olivier Schmitt. Nicolas Lebourg, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien spécialiste de l'extrême droite et commençons de parler de votre ouvrage par le cœur actuel du réacteur idéologique Alexandre Dougnine, proche notamment d'Alain Soral. Pourquoi ce personnage si peu connu est-il si important pour la Russie au niveau politique? Alors Alexandre Dougnine, c'est un personnage assez extraordinaire. C'est quelqu'un qui mélange l'ésotérisme, la géopolitique, des conceptions idéologiques empruntées souvent à l'Europe de l'entre-deux-guerres, à des courants très radicaux méconnus comme le national-bolchevisme. Et avec tout ça, il a fait un produit politique qu'on appelle le néo-eurasisme. L'eurasisme, c'était déjà un courant des années 20, avec des Russes qui réfléchissaient à l'après-Union soviétique, qui était très présent en France, par exemple. Et son néo-eurasisme, il a servi en 2014, en fait, à théoriser l'invasion de l'Ukraine. Après, Alexandre Dougnine a quand même beaucoup reculé dans l'influence en Russie, tout simplement parce que la Russie cherche son intérêt, le régime de Poutine ne cherche que son intérêt, et qu'ils se sont bien rendus compte que quelqu'un d'aussi caricaturalement à l'extrême droite radicale donnait une certaine image négative de la Russie à l'étranger et compliquait le discours sur la dénazification de l'Ukraine, bien évidemment. Mais Dougnine, c'est quelqu'un qui fournit des arguments, de la rhétorique dans le monde entier pour légitimer en fait ce qu'est l'impérialisme russe. Alexandre Dougnine, on l'a dit, il est proche notamment d'Alain Soral. Il y a eu ces derniers mois des stratégies de déstabilisation en Europe de la part de Moscou, certaines qui s'adossent sur l'antisémitisme. On pense à ces étoiles bleues taguées à Paris ou ces mains rouges sur le mur du mémorial de la Shoah. Pourquoi est-ce que la Russie utilise ce type de stratégie et est-ce que c'est lié à l'influence d'un homme comme Alexandre Dougnine ou pas? Alors en fait, c'est plutôt multidirectionnel l'action de la Russie. Il y a des technologues de l'information, comme on dit là-bas en Russie, qui cherchent à déstabiliser le bloc, ce qu'ils considèrent être le bloc occidental. Et parfois, on va voir cette technologie se mettre au service, utiliser des antisémites, mais d'autres fois, ça va être des islamophobes tout à fait pro-israéliens qu'on va utiliser. Tant que ça peut déstabiliser les consensus, c'est considéré comme positif. Il y a, par rapport à l'éditorial qu'on vient d'entendre, il y a aujourd'hui à l'échelle mondiale une question qui est la question de la polarisation dans les démocraties et puis même au-delà des démocraties. Une polarisation des opinions, effectivement, pour essayer de faire craquer les consensus et profiter de ces divisions, évidemment, pour avancer politiquement. La Russie, là-dessus, n'est pas dogmatique. Si dans une situation, il s'agit d'être anti-israélien ou antisémite, c'est bon à prendre. Si dans une autre situation, on est pro-israélien et islamophobe, c'est bon à prendre. Nicolas Lebourg, qu'est-ce qui rend justement la France poreuse à cette propagande russe et puis comment la reconnaître? Alors, on rentre dans des choses qui sont compliquées. C'est pas pour rien que notre bouquin, c'est pas un bouquin d'information en temps présent. C'est un bouquin qui part de 1917. On part de la Révolution russe et on vient jusqu'à nos jours, jusqu'en 2024, jusqu'aux élections de 2024, pour montrer toutes les interrelations qui existent. Il y a en France une certaine russophilie. D'abord parce qu'on était la première terre d'émigration des Russes blancs après la Révolution de 1917. Donc, c'est des gens qui sont installés dans le pays, qui ont participé à la nation et ça crée énormément de relations. Donc, la France a un lien particulier avec la Russie qui s'est fait à travers son histoire et l'extrême droite française a un lien particulier avec ses homologues russes. Comment la reconnaître? On revient bien au fond de la question et on l'a vu dans les différentes tentatives de déstabilisation, les opérations de Doppelganger, etc., de déstabilisation de l'opinion en France ou ailleurs. Cette volonté de polarisation systématique au bénéfice d'offres politiques autoritaire, c'est aujourd'hui un des grands jeux de la Russie et c'est vrai que la question de l'éducation à l'information est d'autant plus essentielle aujourd'hui. Nicolas Lebourg, qu'est-ce qui fascine toujours autant en Occident concernant la Russie? Il y a une forme de fascination en même temps de répulsion. Il y a des enjeux qui sont compliqués. Il y a donc la culture russe. Quelqu'un comme Jean-Marie Le Pen, par exemple, admirait beaucoup la culture russe et, bon, ma foi, c'est tout à fait intelligible. Il y a surtout une autre chose, c'est que sa fille, elle, quand elle parlait de la Russie dans l'ouvrage qu'elle avait publié, qui est son seul ouvrage théorique il y a une dizaine d'années, ce qui lui est insupportable, c'est tout ce qui est transnational et international. Pour elle, la liberté de la nation, c'est sa souveraineté. Or, il y a cette idée très claire à l'extrême droite que le monde transnational, c'est un monde
américanisé. Et que la Russie, c'est le monde multipolaire et qui donc va permettre le retour à la souveraineté des pays qui auraient été inféodés aux États-Unis. Et cette question-là, c'est une question centrale. La pensée de l'extrême droite, c'est une pensée qui est aussi fondamentalement une pensée géographique et historique. On cherche à mettre des espaces dans une certaine condition politique. Pourtant, ce dont vous avez parlé tout à l'heure, ce concept d'eurasisme, c'est quelque chose qui semble au contraire nier les frontières. Alors c'est ce qui est très intéressant et qui explique les divisions par rapport au conflit russo-ukrainien à partir de 2022. Parce que l'eurasisme entend l'idée qu'il y a un empire politique dans lequel il y a toutes les religions, toutes les ethnies qui sont fédérées sous l'autorité russe. Mais donc aussi bien les musulmans que les juifs, que les orthodoxes, etc., etc. Et on a bien vu dans la radicalité de droite, chez les jeunes de l'extrême droite radicale, depuis 2022, se dire, d'un côté, il y a la Russie, après tout, c'est un melting pot comme les États-Unis. Et de l'autre côté, il y a une Ukraine qui, elle, est blanche et traditionnelle. Et on a vu ce partage des eaux se faire et toute une partie de la radicalité de droite en France, mais pas seulement, aux États-Unis, c'est le même phénomène, aller épouser d'un coup d'un seul la cause ukrainienne pour des raisons très différentes de vous et moi. Nicolas Lebourg, quand on parle de la Russie, on parle aussi, bien évidemment, de Vladimir Poutine. Vous nous disiez tout à l'heure que son régime était opportuniste et pas dogmatique. Vu ce que vous expliquez, vu les formes de radicalité aussi qui se manifestent, vu notamment le cas qu'on a évoqué, celui d'Alexandre Dougnine, on a du mal à penser que des choses aussi radicales puissent ne pas être politiquement dogmatiques. Et ouais, mais c'est pourtant exactement ce qui se passe. Quand on regarde les discours de Vladimir Poutine, on voit par exemple au fur et à mesure de l'évolution du conflit depuis 2014, un Vladimir Poutine qui par moment se réfère à la Russie impériale des tsars, par moment se réfère à une Union soviétique sans le bolchevisme, une espèce d'Union soviétique juste stalinienne, par moment se réfère aux Russes blancs, les opposants de Staline, parfois pro-monarchie, etc. C'est-à-dire des choses évidemment totalement contradictoires. Mais c'est au bénéfice tout simplement d'un maintien au pouvoir qu'il sait utiliser et puiser dans l'histoire un certain nombre de références qui lui permettent de légitimer son pouvoir. Et ça fait partie de la force du discours russe et ça vous explique pourquoi vous avez des gens parfois à gauche, parfois à droite, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, qui ont les yeux de chimène pour le régime de Vladimir Poutine, parce qu'ils entendent ce qu'ils ont envie d'entendre parmi tous ces discours. Nicolas Lebourg, pourquoi est-ce qu'il y a des liens aussi forts de l'extrême droite entre Paris et Moscou? Qu'est-ce qui les explique politiquement aujourd'hui? Et puis peut-être aussi brièvement dans l'histoire, notamment entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Alors, durant l'entre-deux-guerres, en fait, la France, ça devient la plateforme d'organisation des Russes blancs à l'échelle internationale. Un endroit où on va travailler à réfléchir, à organiser une possible reconquête de la Russie. Et qui fait qu'en même temps, on va évidemment prendre des relations dans force milieu. Je parlais de l'extrême droite, mais par exemple, vous allez avoir beaucoup de Russes blancs qui vont rentrer dans des loges maçonniques à Paris, s'y créer des relations, etc. Donc, toute une série de dispositifs au bénéfice d'un projet pour leur pays. Et puis, au fur et à mesure que ces relations se constituent, bien évidemment, ça crée cette espèce d'ambiance particulière avec la France. Il va y avoir un thème qui va avoir une importance dans les élites françaises dans les dernières décennies, c'est l'idée d'un axe Paris-Berlin-Moscou. L'idée qu'on pourrait construire politiquement une Eurasie au bénéfice de la France comme d'autres et qui permettrait de nous dégager une fois de plus de l'influence américaine. Et ça, par exemple, même dans les élites militaires françaises, c'est un discours qui va se tenir de manière plus en plus importante à partir des années 70. On revient à cette idée, c'est un réservoir de thèmes, un réservoir de références, de légitimation, d'idées, en fait, parce que la géographie, ça sert à faire la guerre, selon une célèbre formule. L'extrême droite politique en France, le Rassemblement national, cherche à se normaliser dans ces liens noués entre Paris et Moscou, entre Marine Le Pen et Vladimir Poutine. Qu'est-ce que ça montre sur cette normalisation ou sur son échec? Alors sur la normalisation, on voit clairement que M. Bardella est un pas en arrière de Mme Le Pen en ce qui concerne la Russie. Et en fait, je vais vous faire un parallèle qui va peut-être un peu vous étonner au départ, mais qui je crois est juste. Marine Le Pen en 2002, quand elle théorise la stratégie de normalisation, une des premières choses qu'elle dit qu'il faut faire sauter, c'est tout ce qui est les provocations antisémites, toutes les provocations sur l'extermination des Juifs d'Europe. Ça vous fait perdre des électeurs, ça vous empêche d'avoir des alliances, il y a des militants qui claquent la porte. Bref, ça ne fait que perdre. Pourquoi garder ce truc-là qui vient du passé? Jordan Bardella est dans la même situation aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, alors qu'il y a plus de 70% des Français entre 18 et 25 ans qui considèrent que Vladimir Poutine est un ennemi de la France, pourquoi s'enquiquiner avec ce truc?
qui vous gênent sur les plateaux, qui vous gênent pour avoir des alliances, qui vous gênent auprès des électeurs. C'est des questions de génération où effectivement, on balance certains signaux du passé qui n'ont plus d'importance pour la nouvelle génération. Monsieur Bardella dans cette situation aujourd'hui. Truc concernant l'antisémitisme, truc qui embête concernant l'Ukraine. C'est comme ça réellement que c'est envisagé au Rassemblement national, juste des effets d'opportunité, même sur des sujets sensibles. Je ne crois pas qu'on puisse les réduire ainsi, je ne voudrais pas dire ça, mais c'était François Duprat, le numéro 2 du Front National dans les années 70, qui disait que le combat politique consistait à occuper un maximum d'espace, à gagner un maximum d'espace, et le reste n'est que littérature mauvaise de surcroît. Ça reste la question de la politique. Le seul but de la politique, c'est évidemment de vaincre. À partir de là, s'il y a des éléments sur la route à abandonner, c'est évident que ça se fait toujours. Merci beaucoup Nicolas Lebourg. À lire Paris, Moscou, un siècle d'extrême droite, paru aux éditions du Seuil, coécrit avec Olivier Schmitt. Merci. Merci.